Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une absence très longue les gars, ça fait un moment que j'en ai pas fait, ça fait des mois que j'en ai pas fait, j'étais tellement occupé que j'avais pas du tout du temps à consacrer pour YouTube. Maintenant je suis enfin de retour avec un sujet qui peut faire couler beaucoup d'encre parce que c'est un sujet très important dans le monde du football de manière générale. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler aujourd'hui de l'Arabie Saoudite. Est-ce que l'Arabie Saoudite aujourd'hui est le nouveau Eldorado du football? On va discuter de tout ça juste après le générique. Donc les gars, je pense que vous êtes tous au courant, ou surtout ceux qui suivent l'actualité football en ce moment. On voit ce que l'Arabie Saoudite est en train de faire lors de ce mercato estival. Ils sont en train de dénicher toutes les stars du football européen. Alors ils ont commencé par le gros lot, ils ont commencé par un gros nom, par un des meilleurs joueurs de l'histoire de football, Cristiano Ronaldo, lorsqu'il a quitté Manchester United l'hiver dernier pour rejoindre Al Nassr. Bon, malheureusement pour lui, malheureusement pour Al Nassr, ils ont fini deuxième. Donc peut-être que les dirigeants d'Al Nassr sont un petit peu furieux. Mais moi, je pense qu'ils ne le sont pas si tant que ça parce que d'autres clubs vont attirer d'autres joueurs et le championnat saoudien va devenir de plus en plus attractif. Donc c'est en tout cas, je pense, un projet commun de tous les clubs. Je pense qu'aujourd'hui, les clubs en Arabie Saoudite s'en foutent de remporter le championnat européen. Leur but, c'est de promouvoir le football dans leur pays. Alors aujourd'hui, avec le transfert de Cristiano Ronaldo, ça a peut-être libéré, ça a peut-être ouvert une nouvelle dimension dans le football puisque cet été-là, il y a une panoplie de joueurs qui ont décidé de prendre leur bagage et direction l'Arabie Saoudite. Alors ce qui les attire, bien sûr, c'est l'argent parce qu'on va pas se mentir, le niveau du championnat saoudien n'est pas du tout le même que celui en Europe. La preuve, je vais vous prendre l'exemple de Abdelrazak Hamdallah, je pense que j'en ai parlé pas mal de fois lors de mes vidéos. Le gars, il est monstrueux en Arabie Saoudite, c'est le meilleur buteur, c'est le meilleur joueur. Dès qu'il vient jouer avec l'équipe nationale, on a l'impression qu'il n'a pas le niveau et on a bien vu durant le mondial que le gars n'était pas du tout au top physiquement. Mais du coup, c'est qui les joueurs qui vont prendre leur bagage et qui vont aller en Arabie Saoudite? On va défiler une liste. Alors déjà, il y a deux joueurs qui vont rejoindre l'Ittihad. Il y a déjà Benzema qui l'a rejoint il y a un bout de temps, il y a quelques semaines. Ça, c'est un énorme coup pour l'Ittihad parce que Benzema, c'est un ballon d'or aussi. Donc on peut le mettre dans la même table que Cristiano parce que c'est une légende du Real Madrid, c'est une légende du football. Il a remporté le ballon d'or et avoir un ballon d'or, avoir un autre ballon d'or dans le championnat saoudien, c'est pas négligeable. Puis ils ont continué avec Kanté qui vient d'être officialisé en ce moment. Voilà, un autre Français qui rejoint Karim Benzema. Donc ça va être un atout énorme pour le club saoudien. Puis bien sûr Al Nassr qu'ils ont recruté CR7 mais qui viennent tout juste d'officialiser, ou plutôt Fabrizio vient tout juste d'officialiser l'arrivée de Hakim Ziyech. Hakim Ziyech va jouer avec Cristiano Ronaldo, Hakim Ziyech va jouer avec Al Nassr. Donc finalement, le Marocain ne va pas rejoindre un club européen, un top club européen, tout ce que nous on lui souhaitait parce que depuis son départ de l'Ajax, Ziyech, on a l'impression qu'il a eu des moments assez difficiles à Chelsea. Enfin, on n'a pas l'impression, c'est la réalité. Il était assez irrégulier, il ne jouait peut-être pas beaucoup de minutes, que ce soit avec Tuchel, que ce soit avec tous les entraîneurs qui sont passés par Chelsea. Donc c'est quand même dommage parce qu'on a bien vu le rôle qu'il a eu ce jour-là lors de la Coupe du Monde. On a bien vu le niveau qu'il avait à l'époque de l'Ajax. Et moi, personnellement, je voulais le revoir jouer à son meilleur niveau. Et il n'y a qu'un seul club où il aurait pu revenir à son prime. C'est Manchester United. Pourquoi Manchester United? Parce que là-bas, il y a Erik ten Hag. On a bien vu leur accolade lors du dernier affrontement de Manchester United et Chelsea lors des dernières journées de Premier League. On sait que ten Hag admire, respecte et aime beaucoup le joueur et moi personnellement je préférais faire jouer Ziyech plutôt qu'Antony dans cet effectif de Manchester United. Maintenant il a fait sa décision, je pense que peut-être que c'est une décision sage puisqu'il va peut-être plus se compliquer trop la vie, il veut juste jouer au football et gagner de l'argent. Peut-être en Europe c'était pas trop l'idéal en ce moment parce qu'il avait peut-être peur qu'il aille dans un club et qu'il se fasse trahir encore une fois, qu'il reste sur le banc et qu'il déprime. Donc il a préféré peut-être jouer le maximum de minutes possible et gagner le maximum d'argent possible. Donc je pense que c'est un pari réussi, on ne peut pas lui en vouloir et on lui souhaite également bonne chance dans cette nouvelle étape saoudienne. Il y a également Ruben Neves, lui qui était pendant longtemps courtisé par le Barça.
pour remplacer le départ de Busquets. Finalement, il a rejoint Al Hilal. Pareil pour Koulibaly, un des meilleurs défenseurs du monde, qui rejoint Al Hilal également. Et puis Mendy, le gardien sénégalais, qui lui par contre a eu quelques complications également à Chelsea comme Ziyech, qui a décidé de rejoindre Al Ahly. Alors il y a Al Ahly égyptien, mais il y a aussi Al Ahly saoudien. Donc tous ces joueurs-là qui viennent tout juste de rejoindre l'Arabie Saoudite ou le championnat saoudien. Et on est qu'au mois de juin. Qu'au mois de juin. Alors si je peux compter, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs déjà annoncés officiellement rejoindre le championnat saoudien, la Saudi Pro League. Je pense que ça commence à faire peur ce que font l'Arabie Saoudite. Je pense à ce rythme-là, ils vont shipper tous les joueurs. Alors oui, Lionel Messi a refusé de rejoindre Al Hilal parce qu'il allait, pour une somme astronomique, hein, ils allaient le payer, je sais pas, je me rappelle plus des chiffres, mais c'était des chiffres qui faisaient tourner la tête. En tout cas, le joueur, il a décidé de rejoindre la MLS, hein, peut-être parce que voilà, c'était un projet beaucoup plus sportif, c'était un projet qui lui convenait plus. Malheureusement, il n'a pas pu rejoindre le Barça, mais bon, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de Léo. Vous vous doutez bien que ce que fait l'Arabie Saoudite, ce n'est pas anodin, ce n'est pas dû à un hasard, c'est dû à un projet, c'est dû à un plan qui prépare pendant un moment. Pour ceux qui le savent ou pour ceux qui le savent pas, l'Arabie Saoudite a une sorte de vision 2030. Donc cette vision présidée par le prince héritier Mohammed bin Salman, ou plutôt MBS. Une vision 2030 qui a pour but de penser au futur de l'Arabie Saoudite, un pays qui ne sera plus dépendant du pétrole puisque les réserves en pétrole vont être épuisées très rapidement. Donc il faut penser à développer l'économie du pays dans différentes structures. Alors déjà, il y a le projet Neom, si vous avez sûrement entendu parler, cette ville linéaire qui est un projet assez fou et assez peut-être des fois incompréhensible, mais bon, c'est ok. Il y a aussi un projet de faire un visa comme pour aller aux États-Unis ou comme pour aller en Europe, pour nous par exemple les étrangers. Ça aussi c'est un projet qui figure dans cette vision 2030. Mais il y a aussi le gros projet, et je pense que c'est le paquet le plus important dans cette vision 2030, c'est le divertissement qui comprend le football, les concerts, le cinéma, toutes sortes de divertissements possibles et imaginables. Il y a aussi d'autres disciplines sportives. Alors déjà, on a mentionné le football, mais il y a aussi la boxe. Différents combats de boxe vont être organisés là-bas ou ont déjà été organisés là-bas. Je pense qu'un des combats de Jake Paul a été organisé là-bas. Des événements de WWE ont été organisés là-bas. Et il y avait Logan Paul, le frère de Jake Paul, pour ceux qui se rappellent. Sûrement des événements d'UFC. Et je pense qu'il y a déjà eu un combat UFC là-bas ou pas, si je me trompe pas. Puis il y a eu où il va y avoir de la MotoGP, de la Formule 1. C'est différents événements, que ce soit sportifs ou pas, qui vont être réalisés ou qui vont être mis en place là-bas, qui permettront de mettre de plus en plus de lumière sur le pays, un pays qui pour le moment était connu pour le pèlerinage. On va pas se mentir, les gens y allaient là-bas pour le pèlerinage et ça rapportait une somme astronomique d'argent pour le pays et pour le pétrole. Donc c'était les deux principales sources d'argent pour le pays. Maintenant aujourd'hui ils veulent se diversifier partout, espérer peut-être devenir le nouveau USA, le nouveau États-Unis, parce qu'on va pas se mentir, le Moyen-Orient c'est en train de pencher pour devenir le nouveau épicentre du monde. Faut vraiment y réfléchir, vraiment y penser. C'est peut-être un tournant dans l'histoire de la société moderne, parce que les États-Unis vont pas gouverner sur le monde pendant l'éternité. À un moment donné, je pense qu'il y aura un tournant où le Moyen-Orient va être, comme j'ai pu le dire, le centre du monde. Donc dans cette vision 2030, il y a aussi le projet de préparer une Coupe du Monde en 2030. Alors vous allez me dire que c'est une très mauvaise nouvelle pour le Maroc, le Portugal et l'Espagne en l'occurrence aussi, qui eux s'étaient associés dans un accord exceptionnel historique entre l'Europe et l'Afrique pour l'organisation de la Coupe du Monde 2030. Mais j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on sera capable de rivaliser avec ce pays-là, avec tous les moyens qu'ils ont? Après, je pense le seul argument qu'on peut avoir, alors déjà les infrastructures, on les a toutes. Voilà, je pense qu'aujourd'hui le Maroc est très très bien équipé niveau infrastructures, surtout pour le football, parce qu'ils ont développé ça d'une manière incroyable. Et je pense que ceux qui ont vu la dernière vidéo de leur boulot au Maroc, elle vient d'affirmer qu'on a les deux meilleures infrastructures que Clairefontaine, centre de formation historique en France de football. Donc c'est déjà pas mal. Et puis le Portugal, l'Espagne, n'en parlons même pas, ces deux grosses nations de football. Mais l'Arabie Saoudite, bien évidemment, avec l'argent, tout est possible. Un autre argument qui peut être en notre faveur, c'est la culture football dans ces pays-là, en la comparant à celle en Arabie Saoudite. Alors que c'est vrai qu'en Arabie Saoudite, il y a une bonne culture football, mais je pense pas qu'elle soit meilleure que celle au Maroc, en Espagne ou au Portugal.
parce que déjà, dans ces pays-là, le championnat est très compétitif. Alors, le championnat marocain est un des meilleurs championnats d'Afrique, voire le meilleur championnat d'Afrique, et les championnats espagnols et portugais font partie des meilleurs championnats d'Europe. Pour moi, ces trois championnats-là sont meilleurs sont plus compétitifs que le championnat saoudien. Mais dans l'éventualité, moi je pense que s'ils veulent organiser une Coupe du Monde, ils veulent aussi mettre une petite giflée, une petite raclée au Qatar qui, pour le moment, a fait une Coupe du Monde 10 sur 10. On n'a rien à dire sur l'organisation, sur l'hospitalité, sur le déroulement des matchs. Malgré le fait que ça soit très très compliqué dans un pays qui est aussi petit, ils ont réussi à organiser tout ça d'une manière incroyable. Maintenant, c'est vrai qu'en Arabie Saoudite, et si on se met à comparer l'Arabie Saoudite et le Qatar, c'est vrai que l'Arabie Saoudite ont déjà des infrastructures déjà présentes, donc déjà des stades, de gros stades où les équipes y jouent. Donc ils n'ont pas besoin de construire des stades qui vont être abandonnés à un moment donné ou qui vont être détruits pour reconstruire d'autres trucs. Ça c'est une bonne chose pour le football et pour l'environnement. Et deuxième chose, c'est il y a de meilleurs supporters, donc il y a une meilleure culture football en tout cas. Donc c'est pour ça que peut-être que voilà, ils vont sûrement mettre une petite raclée au Qatar. Maintenant, moi honnêtement, est-ce que je suis pour ou contre cette Coupe du Monde en Arabie Saoudite? La vérité, en tant que Marocain, j'aimerais tellement voir mon pays organiser une Coupe du Monde parce qu'aujourd'hui on est prêt. J'estime qu'on est prêt. Je pense que ça fait un moment qu'on dépose un dossier auprès de la FIFA et qu'on ne se fasse pas élire parce que je pense qu'on n'était pas encore prêt. Mais aujourd'hui, on a une grosse nation de football, on a des infrastructures incroyables, on a des supporters qui font partie des meilleurs supporters du monde. Donc pourquoi pas. Et en termes d'hospitalité, de tourisme, on figure parmi les pays les plus attractifs d'Afrique, voire du monde. Avec l'Espagne et le Portugal bien sûr. Donc ça serait intéressant de voir si le Maroc, le Portugal et l'Espagne réussissent à faire basculer le géant saoudien dans cette affaire-là. Alors tout ça me mène à vous poser une question les gars. Est-ce que vous pensez que le football est mort? Est-ce que le monde du football est devenu plus que capitaliste que jamais en voyant ce qu'est en train de réaliser l'Arabie Saoudite, en voyant ce qu'ils sont en train de construire autour du football? Et est-ce que sincèrement les géants du football européen n'ont plus le pouvoir aujourd'hui? Et quand je dis les géants, je parle bien évidemment du Barça, du Real, Manchester United, le Bayern, tous ces clubs-là qui ont gagné les Ligues des Champions. Est-ce qu'ils n'ont plus réellement le pouvoir pour attirer les meilleurs joueurs et pour leur offrir les meilleurs salaires possibles? Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui l'Arabie Saoudite a ce pouvoir-là d'attirer maintenant non seulement des joueurs retraités, mais c'est des joueurs qui ont presque la trentaine, qui sont toujours dans la fleur de l'âge. Parce que avant, on est tous d'accord que les joueurs partaient dans ces pays-là pour une sorte de pré-retraite. Aujourd'hui, les joueurs qui vont signer dans des clubs en Arabie Saoudite sont encore des joueurs jeunes qui sont capables de jouer pendant 3, 4, 5 ans encore. Donc c'est pour ça que je vous dis, est-ce que vraiment les géants du football européen n'ont plus réellement le pouvoir ou le monopole dans ce sport? Dites-moi les gars ce que vous en pensez. Alors peut-être j'ai posé trop de questions, mais je vais essayer de la synthétiser plus tard. N'hésitez pas à vous abonner les gars, à activer la cloche. On va revenir fort sur YouTube maintenant et on va essayer d'être plus productif que jamais. À liker, à commenter et à partager cette vidéo avec vos amis, ça me ferait vraiment plaisir. Et nous, on se retrouvera lors d'une prochaine vidéo les gars. Prenez soin de vous. Ciao.